Notre page spéciale maintenant, consacrée donc au 20e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, le 19 mars 1962. Nous allons dans un instant nous entretenir avec le président Ben Bella en compagnie d'Henri Didonna, qui est au sein de notre rédaction était tout désigné pour le faire, puisque il y a 20 ans il était en Algérie correspondant de guerre. Pour introduire notre conversation, je vous propose d'abord un rappel historique qui a été préparé par Joël Hazard. Pas vraiment une rétrospective des événements en Algérie entre 54 et 62, plutôt une sorte d'album de souvenirs à travers quelques documents filmés. C'est dans les Aurès, dans ces monts abrupts et désolés, que la guerre d'Algérie a pris racine. Les Aurès, principal foyer de la rébellion. C'est le 1er novembre 54 que la révolte algérienne a véritablement éclaté. La Toussaint Rouge, 30 attentats déclenchés simultanément dans les 3 départements d'Algérie. La seule réponse au soulèvement fut militaire. Troupes coloniales, parachutistes et légionnaires dégageront les villages assiégés. L'escalade pour la France. De 60 000 hommes en 54, les effectifs passeront à 400 000 au cours de cette année de guerre. Mais les opérations de ratissage ne parviendront pas à démanteler la guérilla. Elle s'étend et s'organise sous le contrôle du FLN. Les attentats contre les Européens se multiplient à travers le pays. Et puis le 10 août 56, à Alger, une bombe déposée par les précurseurs de l'OAS éclate au cœur de la Casbah, 70 morts musulmans. La bataille d'Alger vient de commencer. Durant un an, la Casbah, nouveau foyer du nationalisme algérien, sera l'objet de toutes les répressions. Chacun sait que le régime ne viendra jamais à bout de la guerre. Déjà 5 gouvernements sont tombés. Le 13 mai 1958, les Français d'Algérie prennent d'assaut le gouvernement général. Ce qu'ils veulent, un gouvernement de salut public qui puisse leur garantir que l'Algérie restera leur terre. L'émeute se transforme en fête et le haut commandement finit par y participer. Le général Massu se voit offrir la présidence d'un comité de salut public. Le général Salan obtient de Paris les pleins pouvoirs. 2 jours plus tard, devant la foule, Salan lance le nom du général de Gaulle. Juin 58, le nouveau chef du gouvernement français reçoit en Algérie un accueil triomphal. Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. On ne s'était pas compris, un an plus tard, De Gaulle parlera de l'autodétermination. Janvier 60, la semaine des barricades. Alger s'enflamme au lendemain du limogeage du général Massu. 26 morts, 139 blessés au cours d'une fusillade avec les gendarmes. Pour De Gaulle, pas question de céder. Nous sommes en train d'aider à se faire l'Algérie algérienne, c'est-à-dire une Algérie qui appartienne aux Algériens. Le 1er février, reddition des insurgés des barricades. À leur tête, Pierre Lagaillarde. Manifestation des activistes contre manifestation des musulmans. Pour la première fois, le drapeau vert du FLN flotte sur la Casbah. 5 jours d'émeute, 92 morts, 370 blessés. Le 22 avril 61, un carteron de généraux s'empare du pouvoir à Alger. Avait fait le serment solennel de garder l'Algérie dans la souveraineté française. Ce serment, nous venons aujourd'hui, au nom de l'armée, vous le renouveler. Les soldats perdus échouent dans leur tentative de putsch, le contingent n'a pas suivi. Salan et Jouot prennent le maquis, organisant l'OAS. Au baroud d'honneur fera suite une vague d'attentats et d'assassinats, mais rien n'arrêtera la marche de l'Algérie vers l'indépendance.
20 mai 1961, début des négociations. Les délégations françaises et algériennes se rencontrent à Évian, sans succès. Mais la deuxième conférence, 10 mois plus tard, débouchera le 18 mars 62 sur les accords d'Évian. Pour le FLN, la victoire, la fin du combat. Combattants de l'ALN, aujourd'hui, le cessez-le-feu est proclamé. Pour ces combattants de l'ALN, la fin du maquis. Pour les Français d'Algérie, désillusion et colère. Le 26 mars, 6 jours après les accords d'Évian, l'armée affronte les Pieds Noirs. C'est la fusillade de la rue d'Issy. Mon lieutenant de l'énergie, mon Dieu! Halte au feu! Halte au feu! Mon lieutenant, criez, je vous en supplie! Un massacre, 46 morts, 200 blessés. Le prix de l'histoire, 7 ans de guerre, des centaines de milliers de morts. La fin de 130 années de présence française. C'était écrit, l'Algérie algérienne devait voir le jour. Monsieur le Président, vous venez de suivre cet album de souvenirs. Quelle est l'image qui vous semble la plus importante à vous? Quelle est celle que vous voudrez garder le plus longtemps dans votre souvenir? L'image, bien sûr, il ne s'agit pas de verser dans l'esprit cocardier. Pour nous, c'était un grand moment de notre histoire, évidemment. C'est l'histoire d'un enfantement, mais d'un enfantement très dur qu'il a fallu opérer avec des forceps. Alors, vous savez, à côté de la joie, il y a le reste. Il y a les morts, il y a ceux qui sont morts, nombreux, très nombreux, et ceux qui sont partis, pourquoi ne pas le dire, voici 20 ans maintenant, avec ce recul, cet arrachement, cette détresse, c'est vrai, d'un million d'individus, de personnes auxquelles on a menti pendant 133 ans, en leur faisant croire que c'était la Gaule, que c'était la France. Là. Il y a une responsabilité envers ces gens. Alors c'est une impression, je ne dirais pas de tristesse, mais une impression d'un grand moment, mais aussi qui a été payé très cher, trop cher. Avant de reprendre notre conversation, je voudrais encore vous montrer 2 reportages, 2 enquêtes que nous avons réalisées. La première en Algérie, avant-hier et hier. Aucune cérémonie n'a eu lieu aujourd'hui à Alger pour commémorer cette date. En revanche, on prépare de très grandes manifestations pour le 5 juillet, c'est-à-dire le 20e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Geneviève Guichenet a voulu savoir tout de même quels souvenirs les Algériens gardaient de ce 19 mars 62. Il faut se souvenir, il faut savoir que l'Algérie est un pays neuf du point de vue de sa population. Sa population a doublé au cours des 20 dernières années, c'est-à-dire qu'actuellement 65% des Algériens ont moins de 20 ans. Malgré tout, bien sûr, cette guerre a laissé des cicatrices très visibles dans toutes les familles algériennes, puisque toutes au moins ont eu au moins un de leurs membres tué ou blessé pendant cette période. Cherchel, à 94 km à l'ouest d'Alger, 25 000 habitants. Principale activité, la pêche en plein développement. 4 bateaux en 1962, une vingtaine aujourd'hui de chalutiers et de sardiniers. Une bonne pêche permet de ramener de 40 à 50 casiers par jour, surtout des sardines, des anchois et des crevettes. Au-dessus de la ville, sur les contreforts du massif de Beni Ménasser, l'école militaire Interarmes. Une partie des instructeurs sont des soviétiques, ils ne se mêlent jamais à la population. Autre activité importante, l'agriculture. D'Alger à Cherchel, le bord de mer est une succession de serres où poussent fruits et légumes. Abandonnée pendant de longues années, l'agriculture est devenue une priorité. Elle est d'abord vivrière, mais légumes et fruits restent très chers. Le centre-ville est particulièrement animé le jeudi, veille du week-end en Algérie et jour de marché. La ville a oublié aujourd'hui les combats qui ont eu lieu à ses portes. La montagne n'est pas loin et pendant la guerre, de nombreux maquisards s'y étaient réfugiés. Dans une des maisons de la ville, nous avons rencontré une famille, plusieurs générations à qui nous avons demandé quels souvenirs ils gardaient du 19 mars 1962. J'étais combattant, j'étais chef de région
Enfin, le 19 mars, le 18, ils ont annoncé sur la radio, parce qu'on a la radio jusqu'à l'extérieur. Vous étiez où exactement? On était à Ténès, la région de Ténès. J'étais chef de région face à la région 2, la wilaya 4, zone 4. Quelle a été votre réaction quand vous avez appris le cessez-le-feu? Enfin, nous, parce qu'on était déjà... on sait qu'est-ce qui se passe à Alger, entre l'Ouest et tout. Nous, on a méfié, on a dit c'est pas possible, c'est pas un cessez-le-feu, c'est un coup monté et tout, mais on a resté sur place toujours, on a reçu des ordres, resté comme ça. Même la même journée qu'ils ont lancé le cessez-le-feu, l'aviation française, ils ont bombardé chez nous à Jebel de Ténès. Et Alger? Alger, ben moi je trouvais Alger, je ne sortais pas. Pourquoi? Pour le 19 mars, parce que le patron dans lequel je travaillais m'a interdit de sortir parce que l'OAS, et j'étais dans un quartier complètement européen, rue Michelet. Donc ce patron-là, je faisais des commissions, et là il m'a interdit, il m'a dit il ne faut plus sortir. Parce que si tu sors, tu vas être descendu. Alors c'était pas vraiment le cessez-le-feu finalement? Alors il m'a dit non, et alors là il m'a amené des lames, des cigarettes, et je suis resté toujours là, condamné pendant 3 mois, pour que la je puisse rentrer chez moi. Là il m'est arrivé même de me couper les cheveux moi-même, enfin grâce à cette patronne, qu'elle me fait tous mes affaires, mes achats, et que je ne pouvais plus sortir. Il y a une chose qui m'a frappé, quand vous en parlez entre vous, vous dites souvent c'est la révolution, vous ne parlez pas de la guerre. Vous ne dites pas la guerre d'Algérie, vous ne dites pas pendant la guerre, vous dites souvent pendant la révolution. Oui, il n'y avait pas une guerre proprement parlée. Une guerre c'était quand on met deux armées l'une en face de l'autre, et avec des blindés de l'aviation et la marine qui jouaient son rôle. Mais là il y avait des hommes, des révolutionnaires, pour tenir tête à une armée aussi puissante que la France, l'une des plus puissantes armées du monde. C'était des révolutionnaires, des hommes dévoués, des combattants, une guérilla. Mais quand il y a tant d'armes, quand il y a des morts, c'est quand même une guerre, non? Oui, mais les armes, il fallait pas, on ne va pas comparaître les armes. Dans l'armée française était équipée, et dans les maquisards on avait. Les maquisards, les armes qu'ils utilisaient, c'était des armes de récupération française, et des armes légères. Par contre, que l'armée française possédait un armement sophistiqué à l'époque. Si le 19 mars représente une date heureuse pour nous, elle représente aussi une date malheureuse. C'est-à-dire que c'est à partir de là que l'Algérie a commencé à compter ses morts. Et vous savez le chiffre, 1 500 000 morts. C'est beaucoup. Sur une population de 8 000 Algériens à l'époque, 1 500 000 morts. C'est un chiffre impressionnant. D'une part, et d'autre part, le 19 mars, ça a été la fin d'une guerre, entre guillemets, mais ça a été aussi le début d'un massacre de l'OAS. C'est à partir de ce moment-là que l'OAS s'est épanouie. Elle a trouvé protection au niveau de l'armée française aussi. De toute façon, pour nous, l'armée française était une, Salon ou Bijar, c'était la même chose. Le militaire de Bijar tuait l'Algérien, et celui de Salon faisait autant. J'étais déjà en cours élémentaire 2e année. Et on se disait, par exemple, les petits Français, les enfants de colons, si vous voulez, disaient que, bien sûr, eux, ils apprenaient que l'Algérie, c'était leur pays. Et nous, l'Algérie, c'était notre pays. Déjà, on avait des idées très confuses, parce qu'à l'école, on nous apprenait, par exemple, des choses comme Vercingétorix, c'était notre grand-père, enfin, notre ancêtre, et que les Gaulois étaient nos ancêtres, on chantait ça en classe. On devait donc respecter le drapeau tricolore, etc. Et à la maison, chez nous, nos grands-mères ou nos mères ou nos parents, etc., nous apprenaient que non, nos ancêtres, ce n'étaient pas les Gaulois, par exemple. Et donc à cet âge-là, 2 connaissances, si vous voulez, qui s'opposaient, pour nous, c'était la confusion complète. Moi, personnellement, j'étais dans un lycée où on levait le drapeau français tous les dimanches. Et
un de ces 4 matins, on a décidé de ne plus saluer ce drapeau. Pourquoi vous avez décidé ça? Comme ça? Parce que on avait l'âge de 14 ans, 15 ans, et on pensait que c'était pas notre drapeau. Et on a pris connaissance et on était conscient du problème. Et on a décidé de ne plus saluer ce drapeau et ça m'a coûté le renvoi du lycée. On m'a renvoyé à cet âge parce que je me suis dit, on s'est dit, les collègues de classe, que c'était pas notre drapeau. Aujourd'hui, vous en voulez à la France? Ben, plutôt à cette guerre, à la France. Plutôt aux responsables de cette guerre. Si j'avais 20 ans ou en 58 ou bien entre 54 et 62 jours, peut-être j'aurais pris ma vengeance. Parce que laisser 5 orphelins, plutôt 3 orphelins, et j'avais 2 demi-frères orphelins aussi. C'était épouvantable. Et comment vivre? On avait une mère, enfin une vieille mère. Alors maintenant, de quel poids ça pèse dans les relations entre l'Algérie et la France 20 ans après. 20 ans après d'un cessez-le-feu qui finalement pour vous n'était pas vraiment un cessez-le-feu, vous doutiez un peu, vous n'y avez cru vraiment que le 5 juillet. Et aujourd'hui, en toute franchise, je ne pense pas qu'il y ait un Algérien qui pense ou bien qui est rancunier, comme vous le dites. 20 ans après, effectivement, il y avait une guerre, mais je ne pense pas que 20 ans après qu'il y ait des rancunes. Les guerres, ça se passe et ça se passera, si vous voulez. Il y a eu un pays qui a colonisé un autre. Et il y a eu une révolution. Et je sais pas moi, ça devait se passer. Oui, ça devait se passer. On ne cultive pas la rancune en Algérie, vous vous en rendez compte à travers ce témoignage recueilli hier par Geneviève Guichenet. Pas de rancune, sauf peut-être, mais on ne le dit pas devant une caméra de télévision, sauf peut-être à l'égard des harkis, c'est-à-dire des Algériens qui avaient pris le parti des Français contre la révolution algérienne. Pour eux aussi, bien sûr, 20 ans ont passé. Ils étaient 75 000 à avoir trouvé refuge en France à la fin de la guerre. Aujourd'hui, ils sont 450 000. Et leur intégration pose toujours des problèmes. Laure de Breuil est allé les voir vivre et est allé discuter avec eux à Saint-Étienne. 165 familles de Français musulmans vivent dans le département de la Loire. J'ai actuellement 71 ans, j'ai fait des demandes pour ma pension de retraite complémentaire. Et jusqu'à ce jour, mon dossier est en train de se balader d'une administration à une autre. J'ai téléphoné à un employeur et ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a raccroché au nez. Je lui avais déjà téléphoné une fois, sans dire mon nom et mon prénom. Elle m'a dit ouais, ça m'intéresserait, est-ce que vous avez le permis? Je lui ai dit oui. Je lui ai retéléphoné le lendemain. Alors il m'a dit comment vous vous appelez? Quand j'ai terminé de dire mon nom et mon prénom, il m'a raccroché au nez. Je suis un Algérien. Mon père il a fait la guerre pour la France, d'accord, mais ce que je comprends pas, c'est que les enfants d'Arki, c'est eux qui prennent ils subissent les conséquences. Dans ce quartier HLM de Montferret, où vivent une trentaine de familles françaises musulmanes, les problèmes semblent les mêmes qu'ailleurs. Chômage, désœuvrement de jeunes, une certaine délinquance juvénile. Mais ce qui est peut-être plus douloureusement vécu, c'est la perte d'identité culturelle, l'absence de racines profondes, la nostalgie pour le pays et surtout le racisme ordinaire dont est victime cette communauté. Et pour certains Français ne sont pas Français, pour certains oui. Est-ce que vous avez envie de revenir en Algérie? Non. Ah non. C'est-à-dire c'est un pays que je ne connais pas. C'est un pays qui ne veut pas de mon père, donc il ne veut pas de moi.
Les femmes françaises musulmanes ont hérité de cette culture qui tend à les vouer au service de la famille. Transplanté en terre étrangère, le repli sur les valeurs traditionnelles a accentué ce phénomène au point, disent certaines, d'être devenu un peu infirme. 20 ans après leur arrivée en France, elles apprennent à lire et écrire le français grâce à des cours qui leur sont spécialement destinés. Le OU, c'est OU, à côté. Oui. Le principal problème qu'on rencontre ici, c'est que les femmes ne sont pas très motivées pour apprendre à lire. Elles ont été habituées depuis 20 ans à compter sur leurs enfants, sur des personnes de leur entourage. Elles se sont toujours très bien débrouillées et par conséquent, elles ne voient pas tellement l'intérêt d'apprendre à lire aujourd'hui. J'ai été chercher du travail, j'ai présenté plusieurs bureaux, même Michel m'a donné une adresse où j'ai été. Oui madame, on va te téléphoner, on va t'écrire, jusqu'à présent. Et j'ai été avec des copines, eux ils ont reçu des cartes pour travailler, moi j'ai pas reçu. Ça c'est un problème. À l'Algérie, si on va y aller là-bas, on est français. Si on est ici en France, on est algérien. Malgré avec la carte, on a toujours des problèmes, dans deux côtés. Monsieur Mohamed Zegdalou a réussi à acheter une petite maison aux environs de Saint-Étienne. Il vit là entouré des 9 enfants de son deuxième mariage. Il est en quelque sorte l'autorité morale et religieuse de cette communauté. الحوايج اللي يخصونا اللي نطلبوا عن الدولة الفرنساوية على مسيو البريزيدان. Les choses qui nous préoccupent en premier, et j'espère que le président de la République nous donnera satisfaction, c'est en priorité le cimetière. Et deuxièmement, une mosquée sur Saint-Étienne. Et troisièmement, pour nos enfants, l'apprentissage du français et en complément de l'arabe. Je voudrais savoir si 20 ans après, vous ne regrettez pas le choix que vous avez fait. Depuis que je suis né, je suis français. Jusqu'à la fin. Les destins difficiles de ces harkis. Monsieur le Président, vous voyez une solution pour eux? J'ai déjà exprimé un avis là-dessus, qui est apparu dans le journal du Monde le 4 décembre, je crois, l'année dernière. J'ai déjà pris une position là-dessus, elle est connue. Elle se résume en ceci. Les harkis, le moment est venu d'ouvrir ce dossier avec sérénité. Voici 20 ans que cela s'est passé. Je pense qu'il nous faut réparer le tissu de notre société, le tissu social, politique. Une grande blessure s'est ouverte, mais étant donné ce qui s'est passé, étant donné ce que nous sommes des musulmans, le moment est venu, je pense, d'ouvrir ce dossier avec sérénité et de créer les conditions d'une décision sereine. La mienne est prise. Personnellement, les harkis, ce sont des Algériens qui doivent rentrer en Algérie. Pas par petite fournée, à part quelques noms qui sont collés à cette déchirure. Vous me diriez, le Bachar Abou Alam, il est mort, je suis un musulman, je ne veux pas l'accabler. Je vous aurais dit non, il ne peut pas entrer. Quelques unités. Mais à part cela, je pense sincèrement que le moment est venu pour l'Algérie. Je souhaiterais de tout cœur que les Algériens et les dirigeants notamment, parce que le peuple, je suis convaincu, contrairement à ce que vous disiez, que le peuple est prêt à ce que cette blessure soit cicatrisée. Je suis convaincu que le moment est venu pour les dirigeants algériens de prendre une décision sereine et courageuse et de dire, le moment est venu de pardonner. Nous sommes des musulmans. Là, nous avons une ayat célèbre, une sourate qui dit c'est ceux qui savent pardonner. Le moment est venu de pardonner et de faire entrer tous les harkis qu'ils désireraient. Évidemment, on se pose des problèmes de main-d'œuvre. Vous savez que nous avons une très forte immigration ici. Il se peut fort bien que cela pose des questions, mais il se posait dans le cadre d'Algériens. D'Algériens, non pas donc dans le cadre de harkis. Le moment est venu d'ouvrir ce dossier
et de prendre une décision courageuse qui devrait effacer cette blessure. Nous n'allons pas cette blessure ouverte dans notre front. Nous n'allons pas porter ça toute notre vie. C'est une blessure malsaine. Ce serait morbide que de traîner ça toute notre vie. Un peuple va traîner une blessure pareille. Nous avons des exemples illustres dans notre histoire. Le prophète a pardonné, Qurayshit, qui l'ont condamné. C'était un prophète qui a porté le Coran, qui pour nous est le livre de Dieu, qui a été blessé par eux. Lorsqu'il est entré à la Mecque, il a pardonné. À tous, sans exception. Dans notre histoire, des exemples illustres permettent donc d'épuiser pour une nouvelle approche de ce problème. Personnellement, si vous voulez que je résume, même si l'on voulait parler, si l'on voulait que le cœur ne parle pas, la raison seulement, en quoi est responsable la femme que nous avons vue tout à l'heure? Les fils que nous avons vus tout à l'heure, en quoi sont-ils responsables? Voilà déjà le problème réglé aux 2/3. Mais dire comme certains veulent dire, bon, le fils peut rentrer, eh bien le fils a répondu, il ne peut pas rentrer si son père reste toujours un être plein d'opprobre il ne peut pas rentrer. Donc, la raison, le sentiment devrait amener les dirigeants algériens à reconsidérer leur position et à décréter que cette page-là doit être tournée, que les Harkis doivent revenir chez eux pour ceux qu'ils voudraient. Ceux qui ne voudraient pas, évidemment, mais ceux qu'ils voudraient. Je pense d'ailleurs que c'est un cas dramatique. Ils ne sont, voyez-vous, ces gens, j'ai un dossier, j'ai étudié ce dossier depuis des années. Je ne parle pas des Harkis comme cela. Je parle d'un problème que je connais bien. Eh bien, ces gens-là ne sont acceptés ni par nous, ni par vous, il faut le dire. C'est cela la situation. C'est un drame qu'ils vivent. C'est très bien ce que disait ce jeune homme d'une vingtaine d'années qui ne trouvait pas de travail. Qu'ils vivent. Eh bien, il faut tirer la conclusion de cette situation et je pense qu'il faut pardonner. Il faut savoir pardonner. Il faut dire les Harkis sont des Algériens dans toutes les lois du monde, dans toutes les coutumes, dans tous les États, dans toutes les constitutions. Il y a un moment donné où on décide d'une amnistie, on décide de pardonner. Eh bien, que l'on pardonne chez nous maintenant. Monsieur le Président, je voudrais que nous revenions plus précisément à notre propos du jour, cet anniversaire du cessez-le-feu et des accords d'Évian, dont il faut rappeler bien évidemment que tout le monde ne l'a pas approuvé, n'a pas approuvé la signature de ces accords. Il en reste du reste des traces évidemment aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui même, une manifestation était organisée à Aix-en-Provence qui rassemblait quelques centaines de personnes à l'appel du Recours, l'organisation de Français rapatriés d'Algérie, qui désapprouve que l'on commémore cette date du 19 mars 62, une date que le Recours considère comme une défaite française, et c'est pourquoi il organisait aujourd'hui une manifestation de deuil. Je crois, Henri Didonat, qu'il faut rappeler qu'effectivement tout le monde n'a pas approuvé ces accords d'Évian, pas plus en France qu'en Algérie du reste. Oui, précisément, ce sera, Monsieur le Président, ma première question. Pour quelle raison avez-vous déclaré à peu près ceci: il me tardait de me débarrasser le plus vite possible des accords d'Évian? Tout simplement parce que telle est la position d'un dirigeant d'une révolution qui se respecte. Parce que, il faut le dire, d'abord je voudrais revenir un peu en arrière. Vous savez, maintenant on dit l'armée française n'a pas été battue. Mais je ne veux pas dire, je ne veux pas revenir là-dessus. Et aussi, moi aussi, on tonnait des airs cocardiers. Je dirais simplement ceci, que l'Algérie devait être décolonisée. Nous vivons depuis 20 ans, depuis 30 ans, une ère de décolonisation. C'est un fait. L'Algérie ne pouvait pas rester en marge de cela. Si la lutte chez nous a été violente, plus violente qu'ailleurs, c'est parce que précisément le peuple algérien vivait une violence que ne connaissait pas beaucoup de pays, notamment au Maroc et en Tunisie. Nous vivions une situation de colonie, de colonisation, mais nous devions vivre la décolonisation. Lorsque ces accords ont été signés, ces accords, pour moi, puisque j'étais à l'époque dirigeant de l'Algérie, ces accords bloquaient toute situation d'avenir. N'oubliez pas que 3 300 000 hectares des meilleures terres étaient détenus par les colons. La colonie, le million de pieds noirs, il y avait bien sûr des pieds noirs qui étaient pauvres, mais le million de pieds noirs bloquait toute approche pour une Algérie progressiste, une Algérie révolutionnaire. Il y avait
il y avait réellement un blocage qui existait. Il fallait, bon, on responsable algérien, je dois le dire, cela. Les accords d'Évian, je les avais contresignés, moi-même j'avais donné mon accord, après avoir d'ailleurs essayé d'améliorer certaines dispositions premières, ce qui était arrivé. Mais je dois dire que ces accords, pour moi, je l'ai dit à M. Gors, je l'ai dit au général de Gaulle, n'étaient pas le Coran ni la Bible, et qu'ils étaient perfectibles. Dans tous les pays, il n'y a jamais eu d'accord immuable, vous savez, ad aeternum, cela n'existe pas. Pour nous, c'était vraiment une opération chirurgicale qu'il fallait accepter ces accords. Alors je reviens à cela. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez pris en considération le fait que le non-respect de ces accords allait avoir des conséquences graves? Et après la signature des accords, il y a eu des Européens tués, des harkis exécutés, des colons expropriés, et puis il y a eu l'exode d'1 million de Français. Des harkis exécutés. Et vous étiez président. J'étais président dans une Algérie qui débouchait sur une situation absolument, vous savez, catastrophique. Nous avions une Algérie qui avait connu depuis mars une situation absolument sans issue. Rappelez-vous que la France était encore responsable de la sécurité du pays. Or, l'OAS a créé une situation telle que le gouvernement, pour nous, le gouvernement français n'avait pas honoré les accords, puisque la sécurité intérieure lui incombait. Or, il s'est passé, on ne le dit pas beaucoup, je ne veux pas venir ici pour un peu faire sonner mes médailles et rouvrir mes blessures. Je n'ai pas du tout, vous savez, je n'aime pas cela. Je ne veux pas parler de nos morts, nous.